remercie Philippe Darros de cet exposé extrêmement riche qui me paraît baliser à peu près tous les territoires que l'on va explorer au cours de ces 3 jours. Ce qui m'a en particulier, moi, touché, c'est que d'une part, il a énoncé un certain nombre de désolidarisations qui ont été, au fond, la cause, moi, de mon départ, au contraire, de l'enseignement. Et ça m'a un peu fait revoir ma démission comme quelque chose dont je suis le survivant actuellement. J'aurai l'occasion peut-être d'en parler quand je prendrai la parole cet après-midi. Mais ce qui m'a frappé aussi à la toute fin, je ne sais pas si on lance les questions maintenant, c'est la façon dont votre théorisation du neutre, d'une part, me paraît comme reprendre d'un autre point de vue la différence de Derrida. Vous avez évoqué Derrida tout à l'heure, mais pas au nom de la différence. Si l'on entend par la différence, au fond, cette espèce de moment impensable où cela diffère et se trouve différé en même temps. C'est-à-dire une espèce de métalepse du sujet, métalepse perpétuelle, la différence créant en quelque sorte non pas le sujet, la différence derridienne, créant en quelque sorte non pas le sujet, mais la mise en visage de l'altérité. Voilà la façon dont je le comprends. Et comment en fait, à la fin, vous évoquez le personnage comme une sorte de dissolution perpétuelle en rapport avec ce qu'on pourrait appeler une musique du récit ou de l'écriture. Et ça me paraît, moi, quant à moi, extrêmement évocateur de ce qu'était la pratique de l'écriture du nouveau roman, dans lequel, personnellement, je suis venu à l'écriture. Alors, comment est-ce que vous articulez ces survivances, ou ces reprises? Je ne pense pas qu'on puisse parler de survivance. Je pense, au fond, que j'évite aujourd'hui le plus possible, notamment dans les bibliographies critiques que je donne aux étudiants, ou même mon discours, j'évite le plus possible de parler dans cet arbre généalogique qui est derridien, précisément. Je veux dire par là que je dois faire mes comptes avec le fait que cette année, soyons très précis, les cours ont commencé il y a une semaine, j'ai 49 inscrits, je crois, en Master 2, et j'ai 21 nationalités différentes. Bon, et en moyenne, ils sont entre 20 et 25 ans, je pense. Bon, il est évident qu'il n'y en a pas 5% qui ont lu une ligne de Derrida. Comme il n'y en a pas 5%, Christine, je suppose que vous êtes d'accord. Bon, il n'y en a pas 5% qui savent même ce qui est Foucault. Hein, et ne parlons même pas de la notion, je ne sais pas, d'allégorèse médiévale chez Foucault. Hein. Donc, le problème est qu'effectivement, au fond, j'ai grandi sous l'ombre portée messianique du discours derridien, foucaldien, etc. Je suis obligé d'admettre qu'aujourd'hui, ce discours était solidaire fondamentalement d'un devenir métaphore de la question du sang dans la pensée occidentale. Je veux dire que je crois que Derrida l'a toujours dit, toute l'œuvre de Derrida est une réflexion sur quelques concepts dont il s'agit de déconstruire la signification ontologique au profit, au fond, de ce qu'il appelle l'héliotropisme de l'image. Hein. Bon. Donc, il est absolument évident que ça, je ne peux pas aujourd'hui servir un discours sur la faculté de juger pour rendre compte de Devant la loi de Kafka dans le cadre d'un colloque où Derrida était, par rapport à des étudiants mexicains qui arrivent chez moi en me disant « mais il y a une semaine, il y avait une tête qui roulait dans le ruisseau quand je suis sorti, etc. » Mon problème aujourd'hui, au fond, est d'essayer de montrer que l'héritage critique que nous faisons de la déconstruction, et là vous avez raison sur la question de la différence. La différence est une pensée qui s'oppose à une dialectique du plein et du vide, du présent et de l'absent. Je ne peux le réincorporer aujourd'hui que en sous-estimant, voire en niant, l'aspect de déconstruction purement du logos occidental au profit d'une anthropologie, qui est une anthropologie, je ne dis pas
générale, mais une anthropologie qu'un étudiant mexicain ou qu'un étudiant chinois peut entendre. Voilà. Hein. Et là, je peux le faire passer par une typologie de relation, par exemple, qui fait que Madame Liu Wai, qui a écrit Shanghai Baby, dont 19 000 exemplaires ont été brûlés en 1999, finit son texte, la dernière phrase, en traduction française, je ne suis pas capable évidemment d'y accéder, la dernière phrase de ce roman de 500 pages est « Qui suis-je » Ça, pour un étudiant chinois aujourd'hui, il est capable d'intégrer cette question qui fait que l'identité n'a plus à être pensée en termes, par exemple, simplement de cicatrisation par rapport au grand mot en avant et de penser de la continuité du confucianisme. Ça, autrement dit, je ne suis que trop sensible à ce que vous dites pour ne pas avoir tenté de l'occulter dans mon rapport à l'enseignement comme étant quelque chose qui m'interdisait la relation aux étudiants. Et de ce point de vue-là, ce que je dis, mais là je fais appel à mes collègues, et en particulier à Christine qui enseigne à Poitiers, je ne crois pas qu'un seul de mes étudiants ait lu un nouveau roman aujourd'hui. Autrement dit, la déconstruction du nouveau roman se fait par rapport globalement au refoulement de l'histoire. Je crois que c'est clair. Butor explique bien que après 1945, il n'est plus possible d'essayer d'établir une continuité par rapport au passé. Alors, bien sûr, ça a été médié par l'ère du soupçon de Sarraute, ça a été médié par la vulgate critique de Pour un nouveau roman, généralisé par Crier, etc. Mais je crois fondamentalement que le nouveau roman est un refoulement d'une continuité historique au profit, au fond, de ce qui aurait été une occultation de l'histoire, comme ceux qui ont été ces écrivains pour tourner la page. Pas chez Claude Simon, quand même. Je dois à des étudiants chinois la réhistoricisation de Claude Simon dans ses rapports à l'histoire. Hein. Mais j'ai grandi, moi, dans les lectures que faisaient des gens de Claude Simon en termes de pur formalisme. Hein. Mais au fond, l'enjeu est celui-là. L'enjeu est de relire la modernité à travers ce qui serait non plus un refoulement de l'histoire, mais une problématisation critique de l'héritage historique. Et ça, c'est quelque chose qui serait tout à fait étonnant. J'ai eu une excellente thèse d'une jeune chinoise qui aujourd'hui est maître de conf, enfin l'équivalent, dans l'université de Shanghai, qui était une lecture historique de Claude Simon par rapport au romancier chinois. Mais autrement dit, il y a bien une continuité. Je partage tout à fait votre question, mais c'est sans doute aussi parce que nos années de formation sont relativement les mêmes. Je partage tout à fait les références culturelles qui sont les vôtres. J'essaye simplement de ne pas en faire état pour ne pas surestimer un européocentrisme, voire un francophonisme dont nos étudiants aujourd'hui n'ont plus grand-chose à faire. Voilà pourquoi, monsieur, moi je suis muet en termes d'enseignement. Oui, mais je comprends très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on va juste peut-être un petit mot pour dire que les étudiants, j'ai eu l'occasion aussi d'enseigner au Brésil, au Mexique, partout, et je peux témoigner, tout comme toi, que ces étudiants n'ont plus du tout la même formation que nous avons eue dans notre génération. Cela dit, les problématiques que tu as abordées tout au long de ta présentation, ils y sont extrêmement sensibles. J'en suis persuadé. Par exemple, ils n'ont plus cette conception d'une subjectivité qui serait sujet de quelque chose, hein, donc avec un vue en surplomb, mais plutôt la vision d'un sujet à. Hein, je suis sujet à ceci, à la violence, sujet au questionnement, sujet. Donc, un sujet qui est plutôt, comment dire, qui subit, qui pâtit des situations. Et ça rejoint très bien ce que tu racontes à propos déjà de la singularité quelconque ou de la vie nue. On peut parler aussi de la singularité plurielle, puisque tu as évoqué Nancy. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on retrouve un peu le sens premier de subjectum, c'est-à-dire ce qui se jette dessous, hein, l'hypokaimenon au sens d'Aristote, c'est-à-dire ce qui se place en dessous. Alors on a une position, il y a des écrivains comme Antoine Boletin, dont je parle beaucoup, qui évoquent l'idée d'un sous-humanisme, hein, par là, c'est évident, sous-homme. c'est évident. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai senti partout où j'ai enseigné, même s'il n'y a pas les références culturelles précises qui permettent de traiter cette question, on va
ne va pas en parler en termes de Soviétique ou de Caméra, mais cette idée d'un sujet maintenant qui est un sujet pâtissant, ou compatissant, ou empatissant, et non plus un sujet agissant comme celui qu'on pouvait penser avoir hérité à la fois de Descartes, de Kant, de Hegel. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important que tu as pointé du doigt, mais en parlant du neutre. Hein, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée d'un neutre, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de prise de parti, mais dans le fait de partir de quelque chose, on prend nécessairement parti, parce qu'on en souffre, ou comme ça, on en est branlé, etc. Donc il n'y a pas de neutralité totale, mais il y a quelque chose qui effectivement fait qu'on est dans un même pouvoir, hein, face à l'histoire, face aux politiques, face au social, et qui nous oblige un peu à mettre en question ce rapport entre acte et puissance, hein, que tu as évoqué aussi. Je pense qu'on en parlait hier. Par exemple, la sensibilité qui ne me paraît pas superficielle des étudiants à la question, je dirais, de redécoupage de l'anthropogène, c'est-à-dire le refus de la tradition humaniste dialectisant une opposition entre l'homme et l'animal. Cette sensibilité aujourd'hui, que l'on peut qualifier d'écologique ou je ne sais pas, etc., n'est pas de l'ordre, me semble-t-il, de la posture. Elle est vraiment de l'ordre d'une redéfinition de l'être avec qui se passe dans l'immédiateté d'un régime qui est le sensible. Et je crois que le régime qui est le sensible est d'abord un régime qui s'oppose au surplomb d'une figure souveraine de représentation du sujet. Et ça, il me semble que c'est dans tous les domaines. C'est le problème de la littérature de traiter cette... Mais il me semble, enfin, la question de l'appel, oui. Christine? Oui, peut-être raison. Pardon. Ah non, je croyais que vous vouliez poser une... Pardon, Président. C'est peut-être une des raisons qu'on peut invoquer, précisément dans le sillage des travaux de Jean-Marie Schaeffer, de ce qu'il dit de la fin de l'exception humaine, pour justifier depuis les années 2010, parce que c'est un phénomène relativement récent dans l'écriture biographique, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler des zoégraphies, et non plus des biographies. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une histoire qui s'articule de manière, dans une continuité avec le monde animal, peut-être avec, bon, le terme est un peu ancien pour justifier cette comparaison, mais avec le cosmos, d'une articulation de la vie, au fond, telle qu'on l'entend traditionnellement, de la bios avec la zoé. Je pense à Jim Craig, je pense à même Daniel Pennock, l'histoire de corps. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire, c'est pas très loin de ce que dit Pierre, c'est-à-dire au fond, la question du rapport au monde ne s'établit plus dans un rapport de distinction, pour reprendre le titre de Jean-Marie, mais cette théorie au fond de l'exception le cède, et la littérature me paraît vraiment aller dans ce sens-là. Oui, ce qu'on peut appeler une zoégraphie, comme vous dites, Christine, à savoir une opposition absolue de cette domination de l'homme fonctionnel comme étant le mode d'insertion de la norme et de la règle dans une société aujourd'hui qui est un capitalisme sans dehors, finalement, puisqu'il n'y a plus de dehors. Le seul mode, me semble-t-il, d'opposition à cet homme fonctionnel, c'est cet être sensible autour de la question d'une empathie absolument à ras de terre avec les constituants du réel, les constituants de l'identité, de l'altérité. Ça, je crois que c'est... Enfin, il me semble que c'est très sensible chez les étudiants. Je veux dire par là que, on en parlait aussi hier, je crois que nos étudiants sont dépolitisés. Il faudrait s'interroger, enfin, dans une certaine mesure, si c'était le cas, qui la faute. Au sens de ne pas croire aujourd'hui, en gros, à une eschatologie historique, enfin une sorte de théologie historique. Mais par contre, ils sont probablement l'expression aussi d'une société civile qui fait la preuve de plus d'empathie dans l'immédiateté du sensible que dans le passé.
Et ça, je crois aussi qu'effectivement, la littérature en rend compte. Une certaine littérature en rend compte. Bon, de toute façon, ces discussions vont se poursuivre sans doute très longuement pendant ces 3 journées. Alors, je remercie encore Philippe.